Bon, exercice délicat que de clôturer ces échanges de la journée. Je remercie Jean-Charles Cateau pour cette animation brillante. Aussi Olivier Sanson pour l'illustration de la conclusion. Donc ces visuels seront précieux pour nous tous pour se remémorer un petit peu, les recontextualiser les échanges de la journée. Nous avons voyagé tout au long de la journée. Nous sommes partis du niveau européen. Nous avons survolé la canopée de la forêt française. Nous sommes allés même dans le sous-sol explorer la contribution du système racinaire de ce puits de carbone que constitue cette fraction de la biomasse. Nous avons balayé aussi les différents usages, hein, depuis l'usage chez les particuliers. Ils sont plus de 7 millions en France à choyer ce modèle de chauffage au bois et la bûche qu'on met le soir en rentrant à 18 h. Notamment quand début décembre, on nous a dit que si on consommait trop d'énergie électrique, le système pouvait s'effondrer. Mais tous ces petits gestes, des gestes de colibri, j'ai envie de dire, cumulés, ça représentait quand même 10 gigawatts, l'équivalent de 10 tranches nucléaires, les mêmes que celles qui étaient à l'arrêt en maintenance à ce moment-là. Et ça nous a peut-être évité, même certainement évité le blackout. Donc ça, on peut s'en féliciter. Pour autant, ce parc particulier mérite d'être mis à niveau. Il y a des appareils qui ne sont pas encore suffisamment performants. Donc, et là je sais que l'ADEME aussi y travaille, il y a des dispositifs pour accompagner ce renouvellement du parc chez les particuliers. Les usages collectifs aussi ont été embrassés, ils sont promis un bel avenir. Nous sommes sur un savoir-faire éprouvé. Des maîtres d'ouvrage, il y en a dans le territoire. Alors c'est vrai que si je prends ma casquette SIDED, on est à la fois le maître d'ouvrage, l'exploitant en régie d'une quinzaine de réseaux de chaleur, et on gère sur nos propres plateformes 50% de notre approvisionnement en plaquettes. Donc ces savoir-faire, ils y sont. On est à même d'en témoigner, et je ne vais pas tirer la couverture à moi, on est nombreux à pouvoir témoigner. J'irai dans quelques jours auprès de l'Union régionale des collectivités forestières de Bourgogne. La Bourgogne a été citée dans la journée. 8 départements qui sont organisés en association départementale des collectivités forestières, en syndicat d'énergie aussi. Et finalement, je pense qu'ils ont l'ambition d'aller plus vite, d'aller plus loin et surtout de le faire ensemble, d'adresser les problématiques d'énergie avec les problématiques de gestion forestière sur les territoires. Ce qui a été dit, et c'est essentiel, c'est qu'il faut arrêter le stop and go. C'est pas parce qu'au moment d'une crise, on se dit oui, c'est sûrement ça la solution, on va y aller. Derrière, le coût d'une énergie fossile redevient anormalement bas et les décideurs, dont je fais partie, hein, les élus, c'est vrai que nous sommes souvent à un rôle clé de dire bah, finalement, c'est plus un sujet, on passe à autre chose. Donc, si on a la certitude, je pense que l'objectif d'une telle journée d'échange, c'est qu'on reparte tous avec des certitudes, en étant rassurés aussi par rapport à d'éventuels risques qu'on aurait pu avoir en arrivant en début de journée. Et par contre, on le dit, on le fait. Les usages industriels, bien sûr, sont aussi arrivés sur le devant de la scène. Euh, alors attention aux utilisations, enfin, comment dire, aux choses un petit peu hors sol. Si vous avez un énergéticien qui arrive, ça a été cité, Gardanne, sur un territoire et que ça vient complètement déséquilibrer, voire piller la ressource locale, là le système ne marche plus. Par contre, Vincent Labarthe l'a dit, quand vous avez un tissu industriel local qui est ancré, qui génère de l'emploi, bien sûr qu'il faut aussi adresser ces besoins-là. Peut-être même au niveau des financements, il faut qu'il y ait des financements croisés. Les industriels peuvent solliciter des financements. La région, notamment la région Occitanie, aide les industriels. Dans le même temps, ils aident les collectivités pour des réseaux de chaleur. Mais pourquoi pas finalement massifier ces dispositifs d'aide et consolider un petit peu le système, l'aider aussi à être plus résilient parce que le besoin industriel, il est relativement constant par rapport à un process, alors que malheureusement, nos réseaux de chaleur, en fonction des variations climatiques, des aléas climatiques, on a des fluctuations de plus en plus sensibles et je crains qu'elles ne le soient de plus en plus à l'avenir. Donc, par rapport à tout ça, un mot à retenir, la planification. Ce n'est pas un gros mot, c'est effectivement quelque chose qui doit être à même de nous dérouler une feuille de route pour les années à venir. La ressource, alors c'était une crainte en début de journée, on se posait la question de savoir si on aurait assez d'arbres sur nos territoires pour continuer à accompagner, voire développer le bois à énergie. Finalement, ça a terminé, c'est plus des bras qui manquent à la fin par rapport aux échanges de fin de journée que des arbres. Mais ce n'est pas parce que cette ressource est abondante qu'il faut la gaspiller. Le quart de la forêt publique est géré durablement par l'ONF à travers les plans de gestion. On a un savoir-faire de plusieurs siècles maintenant en France qui se peaufine au fil du temps. Il y a énormément à faire encore au niveau de la forêt privée. Un peu plus de 3,3 millions de Françaises et de Français qui sont propriétaires d'une forêt et qui, pour certains, l'ignorent. Donc là, il y a réellement une acculturation à faire, une sensibilisation et cette compréhension des enjeux, elle participe de l'acceptabilité. On l'a entendu évoquer aussi tout à l'heure, l'acceptabilité de l'exploitation sur les territoires.
Oui, exploiter une parcelle selon différentes techniques, ça modifie temporairement le paysage. Mais si on a compris les tenants et les aboutissants, si on a compris en quoi par rapport à cette notion de puits de carbone, je suis d'accord, ça peut mettre un petit peu les élus en difficulté quand en face ils ont des experts ou des pseudo-experts. On a fait l'expérience, juste pour un petit témoignage, on a un projet de réseau de chaleur à Figeac, dans le Lot, donc qui serait notre plus gros réseau de chaleur, le 16e. Euh, nos détracteurs en fait vont chercher sur les réseaux sociaux des arguments pour venir nous chicaner. Alors, un de mes vice-présidents a questionné ChatGPT sur la question est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors ChatGPT, je me demande s'il n'est pas normand, parce qu'il il a listé. Oui, on peut voir les choses comme ça, on peut voir autrement, mais finalement, faites comme vous l'estimez bon. Ben, nous, dans le Lot, parce qu'on a déjà 15 réseaux de chaleur, parce que, comme je disais, on a plusieurs étages de la fusée dans notre savoir-faire, bon, on est à même de répondre un petit peu à ces détracteurs et à leur dire non, non, on ne fait pas n'importe quoi, on est en train de contribuer à construire le territoire de demain en prenant notre juste part. Parce que quand on est un territoire rural, on n'est pas condamné à être spectateur. On peut devenir effectivement acteur. C'est ce qu'évoquait Vincent Labarthe tout à l'heure aussi, c'est ces contreparties entre des agglomérations, des métropoles qui n'ont pas les mêmes opportunités, ce que nous on peut apporter sur les territoires. Mais il y a sûrement des flux de matière, des flux financiers, des choses en tout cas à imaginer. Il ne faut rien s'interdire. On parlait de donner du sens en général au métier de la filière bois et de tout ce que ça embarque derrière, hein, jusqu'à la construction des équipements de chauffage et à l'exploitation. C'est absolument nécessaire parce qu'aujourd'hui, c'est un des freins qu'on constate déjà par rapport au développement de la filière. Et en conclusion, je dirais que l'intérêt est évident dans le cadre de ces échanges, puisque par notre complémentarité, par notre expertise, la passion même que je perçois chez nombre d'entre nous, ça nous permet d'être vigilants, de faire des contributions au plus haut niveau, y compris au niveau des ministères, parce que le diable se niche dans les détails. Et des fois, un petit alinéa, un petit ratio, un petit quota ou un truc comme ça, c'est le grain de sable qui va vous gripper la machine. Donc c'est essentiel de continuer à travailler dans le collectif. Et si j'ai quelque chose à souhaiter, c'est que cette troisième journée bois énergie soit en fait un acte fondateur et qu'on parte tous avec des résolutions, la conviction que oui c'est possible, euh, d'aller plus loin, d'aller plus vite. L'horizon 2050, la neutralité carbone, c'est bien sûr un objectif à atteindre, par contre c'est très loin. Donc si on ne veut pas se démotiver, il faut chaque jour se donner et donner à nos concitoyens l'opportunité d'agir pour patiemment atteindre cet objectif. En sortie de crise, je le disais, on dit toujours plus jamais ça, mais on voit bien que on passe souvent à autre chose très rapidement. Donc j'espère sincèrement que les prochaines journées bois énergie, les quatrièmes, nous permettront de présenter un florilège de réalisations, d'initiatives qui auront germé aujourd'hui dans le cadre de ces échanges. Voilà. Merci à tous pour votre attention. J'espère que vous n'aurez pas trop de soucis sur les trajets retour. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines JBE.